Ah, je vous avais promis d'une édition ou d'une émission dédiée à la musique et j'ai tenu parole. Nous a rejoint sur notre plateau Dr Manal Mourad, égyptologue, une de nos meilleures égyptologues et qu'on a le plaisir de recevoir ce matin dans notre programme. Bonjour. Bonjour Noha, bonjour tout le monde. Alors, nous avons vu il y a quelques instants cette nouvelle génération qui essaye de découvrir les différents instruments. Mais on voit également que ce n'est pas quelque chose de nouveau chez les Égyptiens. Pas du tout. On a toujours été bon vivant, on aime la musique depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, la société égyptienne a connu la musique sur tous les niveaux. Figurez-vous sur le niveau rituel, sur le niveau politique. Et dans la cour royale et sur le niveau social, les mariages, partout. Et ce qui est épatant, c'est qu'on a trouvé aussi énormément d'instruments de musique dans les tombes, tels que des instruments à cordes comme les lyres, les harpes, les luttes, etc. On a trouvé aussi des flûtes magnifiques. Le plus grand est conservé dans le musée de la civilisation égyptienne au Caire et il fait 95 cm. Et on parlera de ça parce qu'on a pu trouver beaucoup de choses par rapport à ces flûtes-là, comme on a trouvé des tambourins, comme on a trouvé beaucoup de choses. Mais malheureusement, l'Égypte antique n'a pas encore livré par les découvertes épigraphiques ni des notations, ni des partitions, oui exactement, comme chez les Grecs. Chez les Grecs, on a plus de documentation sur les notes musicales, tandis que les gammes, les notations et tout ça, ça nous échappe un peu. On n'en a aucune? Si, on a trouvé quelques bas-reliefs, des choses illisibles encore. Il nous faut quelqu'un qui va à la découverte, encore un autre égyptologue qui va se mettre à la musique et qui va connaître qu'est-ce que c'est les notes égyptiennes. Parce que les notes sont peut-être là, enregistrées. On a sur un socle d'un harpiste aveugle quelques notes musicales. On a quelques notes musicales dans le temple de la musique, le grand temple d'Hathor, d'Endera, qui est sublime, qui est magnifique. Un temple dédié à la musique. Oui, un temple dédié à la musique. Ce qui est grandiose aussi, Noha, et aussi, je le dis parce que j'ai des frissons chaque fois, je me rappelle de ça. Une fois que vous rentrez dans le temple de Dendera, les colonnes sont en forme de sistre. C'est encore un instrument de musique. Les sistres, si jamais on ne connaît pas ce mot, ce sont des hochets, des maracas. Ce sont des instruments qu'on peut vibrer et on a une musique fabuleuse qui était des instruments musicaux rituels. Donc vous rentrez dans le temple, c'est fini, vous n'avez pas des colonnes à chapiteaux campaniformes, papyriformes ou lotiformes, mais vous avez des colonnes comme des sistres géantes, surmontées par la tête d'Hathor, surmontées par son sistre. Et si vous fermez un tout petit peu les yeux, vous imaginez la musique, vous avez toute une salle hypostyle qui vibre de partout par la musique rituelle. Alors ce que vous venez de me dire est très important et en même temps, j'ai hâte qu'on puisse faire cette découverte, c'est qu'on pourra découvrir le style de musique des Égyptiens qu'on n'a pas encore découvert du coup. Et si jamais un égyptologue s'intéressait à ces notes, on pourrait les reproduire et écouter ce qu'ils écoutaient en fait. Ils sont allés plus loin pour ne pas s'arrêter à la découverte des notes. Ils ont employé les flûtes, ils ont pu, vous savez, travailler par des souffles et ils ont distingué que les Égyptiens ont pu connaître par exemple les rythmes à 5 ou à 7 gammes, donc ça veut dire à 7 échelles ou à 5 échelles, les octaves, si on peut dire avec un autre terme musical. Oui. Donc les Égyptiens quand même étaient très forts, ils connaissaient comment employer la musique. Aussi dans le musée Tahrir. Et ce n'est pas le seul endroit. Il y a un bas-relief sculpté sur du calcaire venant d'un mastaba de Saqqara. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne sur une école musicale. On a les profs qui ont le rythme I,
et qui regarde dans les yeux de l'élève qui essaye de produire la musique sur sa flûte, d'autres élèves avec d'autres instruments, et tout ça c'est conservé au musée du Caire. Et au-dessous, les petites demoiselles avec leurs petites jupettes qui dansent. Donc c'était une école de danse et une école musicale connue à l'Ancien Empire. Je vous parle des écoles 3000 ans avant Jésus-Christ, 2200 avant Christ. Vous êtes dans cette période de temps embrassé par un savoir-vivre, une connaissance incroyable. Donc l'élève n'apprenait pas seulement à écrire et à produire la première écriture égyptienne sur leur ardoise, mais aussi il apprenait la musique. Donc quel peuple, hein, quel peuple, vivement, lui qu'on connaît encore plus sur la musique. Alors, juste avant d'entrer dans le détail des musiciens, j'ai un rythme en tête maintenant qui me vient à l'esprit, que peut-être effectivement on a été influencé, tel que nous sommes influencés surtout. En Nubie, les mariages se font avec des tambours. Les tambours, oui. Est-ce que ça pourrait être une chose que nous avons hérité justement lors de célébrations, cette entrée musicale avec les tam-tams? Oui, probablement oui, parce que les Nubiens sont très attachés à la culture égyptienne ancienne, ce sont les plus traditionnels, ainsi que l'église copte aussi. Donc je vais vous parler de la célébration de gaieté quotidienne, des mariages, tout ça, avec les tambours et les tambourins, et ça c'est les Nubiens qui célèbrent encore tout ça. Aussi on a une musique folklorique tout au long du Nil, même dans le delta, donc issue de cette Égypte de l'Antiquité, et on peut poursuivre toute cette connaissance de notation, de culture, si vous voulez, de gaieté de tambourin, mais aussi l'église copte orthodoxe a gardé le rituel des temples. Les temples égyptiens célébraient par exemple le départ des statues divines, comme la fête Opet. Donc elle était accompagnée par les musiciens. Le dieu Amon, quand il sortait de Karnak, dans une processus de 3 km de longueur, 2800 exactement mètres de longueur, avec le dromos de Sphinx, il y avait les musiciens qui jouaient, qui chantaient, etc. L'arrivée de la lumière divine, le mystérieux qui sort de son saint dessein, à la bonne rencontre de Mout dans le temple de Luxor. Donc on a beaucoup de dessins dans le temple de Luxor et dans le temple de Karnak, célébration de fêtes divines, le rituel, etc. Un jour, je suis sûre que ça soit dans une tombe de Saqqara, que ça soit dans une tombe de la vallée des Nobles, que ça soit un peu partout, on trouvera encore plus. Vous savez, on était privés maintes fois de nos documentations richissimes, les papyrus. Combien de fois on a brûlé les papyrus? Combien de fois on s'est débarrassé de ces papyrus? Que ce soit exprès ou pas exprès. Je voulais un exemple. Alors justement, je bois vos paroles réellement. Lorsque vous avez parlé de Luxor et de la procession, justement, ça m'a rappelé aussi du Mouled à Luxor, qui lui aussi s'inspirait. Alors l'église copte s'est inspirée des anciens Égyptiens, et les musulmans eux-mêmes se sont inspirés. Et durant le Mouled, un des plus grands Mouled à Luxor, de Abul Haggag, on a un peu l'esprit aussi de rituel religieux. Exactement. Il faut être égyptien pour comprendre ceci. Mais si on n'est pas égyptien, on se dit « Ah, il y a une église dans le temple de Luxor. Ah, il y a un temple romain dans le temple de Luxor. Ah, dans plein de temples, il y a une mosquée. » Mais en fait, il faut être égyptien pour savoir que c'est naturel, c'est la nature des choses. On avance, on accepte toutes les cultures, la cohabitation. On n'a jamais rejeté un culte. On n'a pas détruit le temple pour construire une église copte. On n'a pas détruit le temple pour construire la mosquée à Abul Haggag, mais ce qui reste, c'est le savoir-vivre égyptien, c'est le rythme, la musique qui enchante l'âme, qui enchante l'égyptien ancien et actuel. Alors justement, vous avez parlé de musique, d'enseignement de musique à travers une école. Est-ce que les musiciens
étaient d'une classe sociale particulière? Est-ce que c'était accessible à tous, ou il y avait vraiment un rang de personnes qui avaient droit d'utiliser ces instruments? Oui, vous savez, on ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus, mais j'aimerais bien vous dire que chaque professeur avait quand même son statut. Rien que les scribes, rien que les petits scribes, même les fonctionnaires d'État et tout ça. Même on a des textes dans la littérature égyptienne ancienne, il y a des mamans qui encourageaient leurs enfants à apprendre. Mon fils aime ton livre, mets-le dans ton cœur, tu deviendras le scribe de l'État. C'est quoi ça? C'est ce qu'on encourage les enfants à lire et à connaître, pas seulement, et le mettre dans son cœur, c'est-à-dire d'être possédé par la culture. Aussi, le prof musical avait un statut fabuleux parce que c'est lui qui enseigne. Toujours, celui qui enseigne, il avait un respect fou dans l'Égypte de l'Antiquité. Alors, on a vu aussi dans des bas-reliefs que c'était un métier qui était accessible aussi aux femmes. Ah oui. Les femmes étaient musiciennes aussi. La femme n'était pas du tout mise à l'écart, attention. Dans l'Égypte de l'Antiquité, la femme, elle avait un statut fabuleux dans tous les domaines. Elle était musicienne, elle était danseuse, c'est elle qui jouait sur son instrument, comme la petite demoiselle que vous avez accueillie. La femme égyptienne, elle était prêtresse, n'est-ce pas? Elle était reine, elle était aussi vizir, elle était médecin. Elle était pharmacienne, elle était dans tous les domaines. Aussi, on connaît beaucoup de femmes égyptiennes qui ont fait l'Égypte, qui ont protégé l'Égypte, comme la maman de Amos, fils de Kabana, qui a encouragé son fils à reprendre sa force, à reprendre l'armée égyptienne et à mettre les Hyksos hors du pays. Combien de femmes ont soutenu l'idée de l'Égypte, qu'elle soit unifiée et qu'elle soit là? Comme aujourd'hui, moi je trouve la femme, elle est quand même... c'est vrai, la femme n'est pas facile. C'est pas anodin. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'on bavarde moins, on est beaucoup plus discrète, mais on réussit. Il y a beaucoup de femmes dans tous les domaines et qui réussissent merveilleusement, mais elles ne font pas beaucoup de bruit. Exactement. Elles sont présentes, on le sent, mais elles sont plus discrètes qu'avant, on va dire. Alors, on l'a dit, il y avait donc des chants religieux dans des occasions, dans des rites religieux, dans des concerts royaux, des spectacles royaux, dans les mariages. Donc en fait, la musique a été présente dans toutes les circonstances. Oui, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Je vous en prie. Il y a une petite maquette, je vous parle d'une histoire pas imaginée, il y a beaucoup du concret dans ce que je vous dis. Il y a une petite maquette qui vient du Moyen-Empire, d'une maison. Une maison d'un noble, de quelqu'un qui avait les moyens. Tout de suite, on va faire attention à la cour, au bassin, donc un petit lac dans la cour, les figuiers, et puis les endroits où on mettait les musiciens et les musiciennes. Parce que à la rencontre de ses amis, à la rencontre des autres familles, il y avait le plaisir de partager la musique, il y avait le plaisir de partager les chants. Donc on a une maquette très parlante dans le musée du Caire et dans d'autres musées du monde qui nous parle de la constitution de la maison égyptienne avec ce lac, les endroits pour inviter les musiciens, comment on peut inviter ses invités, etc. Donc en fait, ce que vous venez de me dire, c'est que lorsque un Égyptien d'antan conceptionnait sa maison, il concevait une place importante à ses musiciens, parce qu'ils étaient justement, ils étaient appelés régulièrement à venir. Donc en fait, ils ont leur propre place dans la maison, peut-être que nous dans une... Exactement. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire plaisir à vos invités, vous essayez de ramener quelqu'un avec son oud, ou avec son guitare, ou avec son hanoun. Ce sont des instruments orientaux, comme vous le savez. Et comme ça, vous célébrez une partie de votre soirée avec vos invités. Et c'était le cas chez les anciens Égyptiens. C'était des bons vivants. Oui, c'était des bons vivants. Alors c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Vous avez dit qu'on a découvert des instruments dans certaines tombes. C'était des tombes de musiciens ou de rois? Des princes,
princes, on a trouvé aussi dans les temples. Donc en fait, chaque roi ou prince qui aimait un instrument, on lui mettait cet instrument. Mais on n'a pas trouvé de tombeau de musiciens? Si, on a trouvé à Saqqara des tombeaux soi-disant des musiciens, parce qu'on a trouvé plus d'instruments musicaux. On a trouvé aussi sur la rive ouest à Luxor, voilà, beaucoup d'instruments de musique, et partout, et même dans les temples. Vous savez, on avait Hathor, qui était le grand symbole de la musique, et aussi une petite divinité qui s'appelle Ihi. I-H-I, et qui était le petit avec son tresse de cheveux qui tombe et qui est toujours avec sa lyre ou avec sa harpe en train de jouer de la musique. Et il y avait la joie de vivre avec la présence de Bès, le dieu de l'humour, le dieu aussi de l'ironie, le dieu qui est là, présent. Donc on a tout ça. Donc il y a le niveau divin, le niveau du temple rituel, il y a le niveau royal avec la cour royale et le roi, comment il célébrait aussi ses fêtes. Si c'était un particulier qui avait ça, donc le roi faisait encore 10 fois plus, n'est-ce pas? Et puis il y a les particuliers, il y a la société égyptienne, les gens simples de la rue aussi, qui possédaient des instruments de musique. C'est ce que j'allais vous demander. La rababa chez les Nubiens. Vous avez parlé des Nubiens, vous savez, le petit instrument fabriqué par les enfants, ou fabriqué par les simples personnages avec quelques cordes, et jusqu'à maintenant c'est entre les mains des enfants, donc les rababas, les petits instruments. Des fois à la Haute-Égypte, je suis totalement épatée. Je suis épatée parce que je vois l'enfant avec les restes de la cuisine de sa mère, les restes des boîtes en métal, et tout ça, il va produire un instrument musical. Ah, donc en fait, c'est inné, en fait. On a l'impression qu'ils sont possédés et que ça devient inné, en fait. Et on se rend compte également qu'il y avait, comme aujourd'hui, la musique populaire, la musique royale, et il y avait chaque style pour la communauté qui l'accompagnait, en fait. Exactement comme vous dites. Incroyable. C'est magnifique, c'est passionnant. Comme quoi, on découvre qu'autrefois, et en plus ça fait très longtemps, on savait déjà manier des instruments, on savait déjà avoir l'oreille musicale. Donc on se dit qu'effectivement ils ont touché à tout, les Égyptiens. Oui, mais attention, l'écriture égyptienne ancienne, le début de l'art plastique, c'est une écriture phonétique et idéographique à la fois. Donc vous dites me, la chouette, me, mais on ne sait pas s'ils disent non, ou mi, ou ma, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils prononçaient. Donc déjà, ils écoutaient. Vous savez que les Arabes, avant même Champollion, ils ont découvert un tout petit peu sur l'écriture égyptienne ancienne. Ils l'appelaient l'écriture des oiseaux. C'est plein d'oiseaux parce que les oiseaux produisent des sons. Donc les Égyptiens étaient très sensibles à la nature, à l'eau, à la vibration de l'eau. Il y a beaucoup de cultes qui se font rien qu'avec la vibration de l'eau dans les temples égyptiens. Donc c'est à ne pas finir. Donc la musique, elle est partout. La musique, elle est par le vent, elle est par le son, les chants des oiseaux, elle est par les petits instruments fabriqués par l'enfant dans la société populaire. Elle est partout, la musique. Incroyable. Eh bien, je vais vous surprendre parce que vous pensiez que nous n'allions pas faire toute l'émission en parlant de musique. Eh bien, sachez qu'on l'a fait toute l'émission en parlant de musique. Permettez-moi de dire deux mots seulement parce que ça me touche personnellement. Vous savez que Maneton, un grand historien égyptien qui nous a écrit pas mal de choses avec ses disciples, il a conservé toute la connaissance sur l'histoire égyptienne ancienne dans la bibliothèque d'Alexandrie, incendiée par les Romains, malheureusement, l'an 30 avant Jésus-Christ. Et puis, le Sérapis contenait un tout petit peu, quelques copies. Mais il faut savoir que l'Égypte, c'est pas 5000 ans seulement avant Jésus-Christ. On peut un jour trouver d'autres documentations, on peut revenir à 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça la surprise. Donc, sur des papyrus qui étaient volés, qui étaient trafiqués, qui étaient vendus malheureusement à l'époque du trafic du patrimoine depuis l'arrivée de Mohamed Ali, voilà, et encore plus avant. Il y a Torino, c'est le musée égyptien
à Torino, qui contient des papyrus, des petits fragments de papyrus qui nous parlent des premiers pharaons, qui sont préhistoriques d'après nous, qui sont proto-dynastiques d'après nous, mais qui étaient aussi des rois de l'Égypte, qui étaient des rois qui avaient une intensité. Donc la civilisation égyptienne, on peut revenir très loin. Et très, je très vous loin. donne rendez-vous très prochainement pour vraiment développer ce sujet. Oui. Malheureusement, le réalisateur me presse parce qu'il y a le journal, mais je vous donne rendez-vous réellement avec grand plaisir. Très prochainement. On dédiera une émission à ce sujet-là qui est très passionnant encore une fois. Madame Moulad, merci à vous d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. Merci à vous et je suis très enchantée. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous la présenter. Très bonne journée à vous.